Téléspectateurs de Pinal TV, bonsoir et bienvenue dans l'émission La Grande Interview qui reçoit aujourd'hui Abdraman Diarra, président de la jeunesse de l'Union pour la République et la démocratie URD. Les thèmes que nous allons aborder au cours de cet entretien sont entre autres la vie du parti, l'actualité socio-politique du pays. Bonsoir Président. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors ma première question, comment se porte aujourd'hui l'IRD après la mort de Soumaïla Cissé? Merci beaucoup. Je remercie l'ensemble de vos collaborateurs de Pinal TV. Je salue l'ensemble des téléspectateurs de votre chaîne. Merci de votre question. Vous savez, avec tout ce que nous traversons comme événement, quand on me pose une telle question, comment se porte l'URD après le décès de Soumaïla Cissé, ça me fait un pincement au cœur. Ça me fait un pincement au cœur pour plusieurs raisons. Vous savez, sous le leadership de Soumaïla, nous avons bravé des risques incommensurables pour le Mali, pour permettre au Mali de connaître une gouvernance meilleure, pour permettre aux Maliens de connaître le vrai bonheur. Malheureusement, le Seigneur nous l'a rappelé le vendredi 25 décembre 2020. Nous ne cesserons de prier pour le repos éternel de son âme. L'idéal aurait été qu'après lui, que nous arrivions à nous entendre comme un seul homme pour conquérir le pouvoir d'État et réaliser son rêve, qui consistait à restaurer l'espoir en République du Mali. Mais comme vous le savez, depuis quelques mois, notre parti traverse une sérieuse crise interne, une crise née d'un problème de leadership qui malheureusement caricature les militants et les responsables de l'URD d'un ou de deux clans. Bon, c'est vrai, les temps sont durs, mais j'avoue que j'ai bon espoir que si nous accordons toute la place qu'il faut à l'unité et à la cohésion dans notre démarche, si nous respectons les textes que nous avons nous-mêmes pris la peine d'élaborer pour régir le fonctionnement de notre parti, si nous tenons compte de l'expression de la majorité, donc de la volonté des militantes et des militants de l'URD, qui est un principe sacro-saint en démocratie, je pense que nous allons nous en sortir. En tout cas, je le souhaite de tout cœur. Alors, qu'est-ce qui oppose aujourd'hui les cadres du parti URD? Voilà, comme je l'ai dit tantôt, il faut reconnaître qu'il y a un problème de leadership. Vous savez, suite au décès du président, nous avons naturellement observé la période de deuil. Ce n'est que le mardi 10 février 2021 que nous avons tenu la toute première réunion politique de la direction du parti sous la présidence et la présence de son premier vice-président, le professeur Salikou Sanogo. Ça veut dire 2 mois environ après le rappel à Dieu du président. Lors de cette rencontre, nous étions conscients que nous aurions des lendemains difficiles. Perdre un leader de la trempe de Soumaïla Cissé, pour qui le connaît, pour qui connaît l'ensemble de ses qualités, le perdre de façon prématurée, on savait qu'il y avait des problèmes en vue. Alors lors de cette réunion de lancement le 10 février de reprise des activités le 10 février 2021, nous avons décidé de mettre en place 4 commissions de travail. La première était chargée de réfléchir et de faire des propositions sur l'orientation et le positionnement stratégique du parti. La deuxième, elle était chargée de pousser la réflexion et de faire des propositions sur la vie même du parti, c'est-à-dire en interne. Les structures du parti, est-ce que la structuration existante rencontre des difficultés, est-ce qu'il faut ajuster telle ou telle pratique. La troisième commission, son sujet portait sur le financement du parti. Vous savez, c'est difficile de faire de la politique sans les moyens, et pas n'importe quel moyen. Donc il fallait réfléchir sur les modes de financement des activités du parti. La quatrième et la dernière commission était chargée de travailler à actualiser les propositions de réforme que notre parti, sous le leadership de son feu président Soumaïla, avait fait, qu'on avait appelé proposition de réforme, lors d'une retraite des cadres du parti à Sélengué en novembre 2018, à la suite des présidentielles de 2018. Donc voici les 4 commissions de travail qu'on avait mis en place. Ces commissions ont travaillé d'arrache-pied durant des semaines.
et sont venus présenter leur rapport en réunion du Bureau exécutif national, si je ne m'abuse, en avril 2021 au CRES. Et malheureusement, je dis bien malheureusement, ces rapports validés par la réunion du Bureau national ont tout simplement été mis dans le tiroir par le premier responsable du parti qui était le premier vice-président. Ça, c'est l'une des difficultés. Je vous ai parlé de difficultés de leadership. Ensuite, vous savez, la toute première activité d'une formation politique, ce n'est pas de réaliser des forages, ce n'est pas de réaliser des routes, mais c'est d'abord se retrouver en réunion pour échanger déjà sur quoi faire. Et au temps du président Soumaïla, comme les recommandent nos textes, il y avait au moins une réunion par mois. Vous savez que durant l'intérim du professeur Salikou, on pouvait faire 3 mois sans réunion de la direction du parti. Il fallait chaque fois se lever, l'interpeller, s'appeler, se retrouver. Ça devenait compliqué. Vous avez dû remarquer qu'à un moment donné de cette transition, il y a des événements majeurs qui se passaient dans la vie socio-politique de notre pays et les gens se posaient la question, on n'entend plus l'URD. Pour entendre un parti politique, il faudrait que le parti lui-même se retrouve, que les gens échangent et que le parti soit proactif. S'il n'y a pas de réunion, c'est qu'il y a un problème grave. Donc, je pense que c'est compte tenu de toutes ces difficultés que beaucoup de cadres, et non des moindres, des vice-présidents et même des élus du parti, ont entrepris des démarches. Des démarches pour échanger avec le premier vice-président, pour lui partager déjà avec lui les difficultés et les constats que nous avions faits par rapport au dysfonctionnement du parti. Et à cette démarche ont été associés les présidents de fédération. Dans l'organisation de notre parti, sur les 8 régions du Mali, en tout cas avant les évolutions là, il y a un président de région par région. L'ensemble de ces présidents de région ont été impliqués. Il y a eu même des rencontres où il y avait des vice-présidents. D'abord, l'idée, c'était d'abord ensemble d'accompagner le professeur Salikou à résoudre ces problèmes-là, que le parti puisse se reconnaître, puisse reprendre son train de fonctionnement ordinaire et normal. Mais malheureusement, ça n'a pas marché. Alors on s'est dit peut-être que c'est parce qu'il y a une intérim qui pose problème et que c'est vrai que nous avons perdu beaucoup de camarades, mais le camarade président Soumaïla n'est vraiment pas comparable. Donc vu qu'il occupait le premier poste du parti et que ce poste est resté vacant plus d'1 an, il fallait pourvoir ce poste-là. Donc chercher un président, élire un président pour le parti. Et ce président pouvait être Salikou s'il le souhaitait et que les militants le validaient. Alors cette démarche que nous avons entreprise, nous l'avons fait en respect strict du règlement intérieur de notre parti qui en ses articles 57 et 58 permet de réunir en tout cas la majorité requise pour parler d'un tel sujet. C'est pourquoi nous avons organisé une réunion extraordinaire conformément au texte. Nous avons recueilli des signatures qui ont été attestées par un huissier et qui sont passées par la certification, si je puis me permettre, des cours d'appel. La cour d'appel de Bamako, celle de Mopti et celle de Caille. Vous savez, il n'y a pas une cour d'appel par région. Il y a des régions qui se regroupent au niveau de certaines cours d'appel pour dire que la démarche était légale. Et nous avons fait constater cela au professeur Salikou, le premier vice-président, et nous lui avons même demandé de présider le processus devant aboutir à l'organisation du premier congrès extraordinaire. Mais il n'a pas accepté l'offre. C'est de son droit, je ne vais pas le juger. Son adjoint, qui est le deuxième vice-président, a prétexté des raisons de maladie, Iban Diaye. Et la personne qui vient juste après, c'est la troisième vice-présidente, Mme Koulibaly Kiatsamake, qui a accepté de présider la réunion extraordinaire que nous avons tenue le mercredi 29 décembre 2021 au Palais de la Culture. Cette réunion extraordinaire avait un seul point à l'ordre du jour, l'organisation du premier congrès extraordinaire, en respectant toujours les délais prévus dans les textes. Donc on a prévu le congrès au moins 2 semaines après cette réunion. Donc le congrès s'est tenu, comme vous l'avez constaté, le 16 janvier 2022 au Palais de la Culture. Justement, quelle est la légalité de ce congrès extraordinaire? Parce que nous avons vu juste après ça, l'autre camp a rejeté les recommandations. Vous savez, l'autre camp a le droit de rejeter. Mais si vous m'aviez dit que l'autre camp a rejeté avec des arguments précis,
qui prouvent que le congrès était illégal, j'allais trop discuter. Mais dire seulement je rejette, je viens de vous dire que l'organisation du congrès et sa tenue sont encadrés par le règlement intérieur. Je vous ai cité même les articles 57 et 58 qui encadrent bien cette démarche. La légalité et la légitimité encore vient d'où? Vous savez, l'URD dispose de 55 sections sur l'étendue du territoire national et 39 sections à l'extérieur du Mali. Sur les 55 sections, 54 étaient représentées au Congrès. 55 sur 54. Sur les 39 sections de l'extérieur, 24 étaient représentées. Et sur 1421 délégués attendus, 1110 délégués ont répondu présents. Donc le quorum a été plus que atteint. Quand je dis que c'est légal, je vous ai parlé des dispositions statutaires. Quand je vous dis que c'est légitime, je vous ai parlé de l'adhésion massive des responsables et des militants du parti. Alors, dès lors que certains camarades décident de ne pas reconnaître ce bureau, ça nous enfonce dans la crise. Alors que pour nous, nous avons voulu la tenue de ce congrès pour éviter plus de problèmes, puisqu'on en connaissait déjà dans le parti. Et je vous rappelle que notre démarche, elle a toujours été empreinte d'unité et de cohésion. Dès lors que vous avez 2 tiers comme majorité pour un congrès, nous avions la latitude effectivement de changer tout le bureau de l'URD. Mais nous ne l'avons pas fait. Parce que pour nous, à l'URD, on est fort que lorsqu'on est tous ensemble. Ce n'est pas une question de majorité et de minorité. On s'est dit que la nécessité était là de donner un leadership neuf, en tout cas légitime, élu par les militants de l'URD après Feu Soumaïla. Ensuite, ce leader, avec l'ensemble des cadres que nous sommes, avons la lourde responsabilité de travailler à rassembler davantage dans le parti. Et pendant ce temps, qu'est-ce que nous voyons? Pendant que le président élu a écrit au professeur Salikou pour lui demander d'organiser la passation plus tard le 31 janvier, cela n'a pas été fait. Salikou n'a pas répondu. Et le 5 février, ils se sont réunis, vraiment une minorité, s'est réunie au CRES de Badlabou pour dire qu'ils ont pris des décisions fortes, parmi lesquelles qu'ils ont exclu des vice-présidents, qu'ils ont suspendu d'autres, y compris moi-même. Mais très honnêtement, si nous devrions aller d'exclusion à suspension, je ne pense pas que ce parti serait là où il est. Si le président Soumaïla avait dirigé l'URD comme cela, nous ne serions pas là où nous en sommes. Moi, j'en appelle toujours à l'esprit ou à la lucidité vraiment de l'ensemble de nos camarades, d'abord d'arrêter de contester le Congrès, parce que contester le Congrès, c'est contester nos textes. Contester nos textes, c'est très grave. Et je les invite à la table de négociation. J'invite le nouveau président élu Guagnon à se surpasser, à se rappeler qu'il succède à un homme, en tout cas un leader de la trempe de Feu Soumaïla, pour ne pas en dire plus. Quand on succède à un leader de la trempe de Feu Soumaïla, on doit être capable de dépassement de soi et de rassembler autour de soi. Et je pense que le président Guagnon est dans cette disposition. Alors, quel avenir politique pour l'IRD miné par des guerres de positionnement? Vous savez, parti politique ou pas, l'IRD ou pas, guerre de positionnement ou pas, l'avenir appartient à Dieu. Seul Dieu pourrait nous dire l'avenir. Par contre, ce que nous voulons atteindre comme objectif dans l'avenir, nous devons le travailler dans le présent. Je pense que c'est ce travail que nous avons commencé d'arrache-pied depuis 2003, faire la promotion de ce parti, montrer aux Maliens pourquoi l'URD est venu, puisque l'URD n'était pas le premier parti sur la scène. Pourquoi l'URD a été créé? De la création de l'URD à aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a défendu comme valeur? Qu'est-ce qu'on a eu à faire comme réalisation? Qu'est-ce qu'on a comme projet en termes de vision pour le pays? Si malheureusement, pendant ce temps-là, nous rencontrons des difficultés, je pense que ces difficultés sont passagères. L'avion traverse des trous d'air. Et je pense que le vol sera stable dans pas longtemps. En tout cas, nous y travaillons. Et l'avenir de l'URD sera ce que les militantes et les militants de l'URD en particulier, et le peuple malien en général, accordera comme crédit ou fondera comme espoir à l'action de l'URD. Alors nous savons que la jeunesse elle est autour de vous. Depuis plusieurs années, vous dirigez la présidence de la jeunesse URD. Alors aujourd'hui, quels sont les principaux défis? Les principaux défis, vous savez,
que ce soit la jeunesse ou les femmes, parce que l'organisation de notre parti, c'est comme un arbre, hein, où le tronc, c'est le parti, et vous avez une branche qui constitue le mouvement des femmes, une autre branche qui constitue le mouvement des jeunes. Donc notre sort est intimement lié au sort du parti. Quand le parti traverse des périodes troubles, ça se ressent au niveau des mouvements affiliés, notamment au sein de la jeunesse. Et cette question me donne l'opportunité quand même de préciser quelque chose. Vous savez, être intellectuel n'est pas seulement savoir lire et écrire. Être politique, ce n'est pas seulement faire des calculs pour atteindre ses propres objectifs, mais c'est être prévoyant. Eu égard à ce que j'ai eu à capitaliser comme expérience en matière politique, depuis le décès du président, compte tenu de ce que je voyais, ce que je constatais, je voyais des problèmes venir. J'ai fait une réunion de mon bureau où j'ai demandé à l'ensemble des camarades que chacun d'entre nous peut avoir de la proximité avec X ou Y prétendant à la candidature. Mais mon souhait serait que nous puissions nous tenir à équidistance de toutes les velléités des candidatures en tant que mouvement des jeunes. Et que le jour où certainement on dira que la jeunesse URD a un candidat, c'est que ce jour-là, la jeunesse URD parlera d'une seule voix. La jeunesse URD aura analysé, la jeunesse URD aura étudié et la jeunesse URD porterait son dévolu sur celui qu'elle jugerait apte à conduire les destinées de notre parti à prendre le pouvoir. Mais vous savez, la politique, les structures politiques, ce ne sont pas comme des entreprises. Je ne suis pas le patron du bureau, je suis le leader. J'ai émis ce souhait, par la force des choses, les camarades ont apprécié autrement. Grand démocrate que je suis, je ne peux imposer quoi que ce soit à qui que ce soit. Je me suis aligné à cela. Donc, toutes les tendances à la candidature avaient leur soutien au sein de mon bureau, ont toujours leur soutien au sein de mon bureau. J'essaie de gérer ce bureau-là, bon gré, mal gré. Parce que l'idéal pour moi était que la crise actuelle qui traverse le parti, que ce soit par exemple un partenariat, une collaboration du mouvement des femmes et du mouvement des jeunes qui puisse amener le parti à se retrouver. Mais rien n'est gâté, rien n'est gâté. Chemin faisant, nous acceptons tout, nous endurons tout. Moi, je ne peux pas dire que Feu Soumaïla fut mon mentor et dire que je suis allergique à la critique. Soumaïla, il a été traité de tout dans ce pays. Donc, je vois, j'entends, beaucoup de choses se disent à mon sujet, mais malheureusement qui sont infondées. Mais au lieu que je perde mon temps et mon énergie à venir répondre au coup par coup, j'attends des opportunités de ces gens pour donner ma version des faits, pour dire la vérité de ce qu'est la situation. Alors, actualité oblige, nous entamons la deuxième partie de cette émission. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur la transition en cours dans notre pays? Je porte un regard de satisfaction à la fois et d'inquiétude sur la transition malienne. Vous savez, la transition est une période de gestion intérimaire du pouvoir qui intervient généralement suite à des problèmes profonds de gouvernance. Et cette transition a mis son action sous le signe de la refondation du Mali Koura, chose que nous réclamons depuis 20 ans, on va dire, parce qu'en 2002, quand Soumaïla était candidat de la demande, son programme c'était pour un Mali nouveau. En 2013, quand il était candidat à l'élection présidentielle, c'était un programme pour un Mali nouveau. En 2018, quand il était candidat pour la troisième fois, c'était encore programme pour un Mali nouveau. Et le Mali Koura n'est que la traduction en bambara d'un Mali nouveau. Et très honnêtement, le pays est assailli par de nombreuses difficultés, de nombreux défis depuis pratiquement 10 bonnes années. Et parmi ces difficultés, il y a une difficulté majeure qui constitue de frein à tout épanouissement des populations et à toute prospérité du pays, qui est le problème sécuritaire. Et sur ce plan, nous devons reconnaître que ces derniers mois, les résultats qui nous parviennent, qui sont perceptibles, qui sont visibles, donnent de l'espoir qu'il est possible de combattre cette insécurité qui gangrène vraiment la vie de nos concitoyens. Vous avez vu que beaucoup de déplacés, depuis quelques semaines, commencent à revenir dans leurs contrées respectives.
Mais ce n'est pas tout. Je pense qu'il y a encore du chemin à faire. Mais il fallait féliciter les autorités pour ces résultats-là qui sont visibles, les encourager à multiplier les actions de cette nature pour qu'on puisse aller de l'avant. Ensuite, il y a ce qu'on appelle des choix difficiles de gouvernance à faire. Parmi ces choix, vous savez aussi bien que moi qu'un pays comme le Mali, vu sa position géographique dans le Sahel et l'insécurité existante au Sahel, c'est difficile que le Mali seul puisse venir à bout de ce problème d'insécurité. Le président ATT l'a dit, je me rappelle en 2011, que le problème de la bande sahélo-saharienne est un problème que les pays de la bande sahélo-saharienne doivent se mettre ensemble pour résoudre, mettre les renseignements en commun et bon nombre de moyens. Et pour ça, depuis 2013, nous avons des amis, des partenaires comme la MINUSMA, comme Serval, ensuite Barkhane et d'autres partenaires qui nous aident. Mais le constat a été que leur appui ne nous a pas permis d'obtenir des résultats vraiment probants. C'est pourquoi les autorités actuelles de la transition ont décidé que désormais, que notre pays s'assume et que nous ayons le choix de nos partenaires et que dans ces partenariats, nous puissions mettre en avant l'intérêt direct du peuple malien. Et je pense que c'est ce qui est en train de se faire, chose qui a créé des problèmes entre notre pays et l'un de ses partenaires historiques, qui est la France. Et à ce sujet, le commentaire que je voudrais faire, c'est que nous sommes quand même au XXIe siècle. Au XXIe siècle, on ne peut pas parler de démocratie, parler d'État-nation et vouloir s'infiltrer ou s'inviter de façon très discourtoise dans la souveraineté d'un État comme le Mali. Et je pense que les sorties empreintes de discourtoisie, à la fois de mépris du chef de la diplomatie française à l'endroit des autorités maliennes, en sont vraiment l'illustration. Et nos autorités, je les salue pour ça d'ailleurs, parce que les gens épiloguent sur ce fait-là, sans rentrer dans le fond de la question. Avec ceux qui disent que notre pays est allé très loin en invitant l'ambassadeur de la France à quitter le Mali. Mais je pense que ça, c'est un principe ordinaire et même fondamental des relations internationales. Les relations sont entre des États, les relations sont entre des nations. Si les autorités françaises se refusent de reconnaître les autorités qui ont la charge de diriger le Mali actuellement, il n'y a pas de raison que l'ambassadeur français reste ici, puisqu'il représente les autorités françaises et il présente sa lettre de créance auprès des autorités maliennes. Donc, surtout que le ministre des Affaires étrangères du Mali est revenu là-dessus en disant qu'il sera le bienvenu ici dès lors que les autorités françaises qui l'ont accrédité au Mali se décideront de reconnaître ou de respecter tout simplement notre souveraineté et nos autorités. L'ambassadeur pourrait être le bienvenu. Coopération Mali-Russie sur le plan militaire, que pensez-vous en tout cas de ce nouveau partenariat? Je n'ai pas de penchant pour un pays particulier. Comme je l'ai dit tantôt, il faut d'abord être conscient que le gros du boulot doit être abattu par nos forces armées maliennes. Et nos forces armées maliennes, pour ce faire, ont besoin de renforcement. Renforcement en termes de ressources humaines, donc en termes de recrutement, renforcement en termes de personnel, renforcement en termes d'équipement, de formation et autre chose. Et si cela est fait, il faut aussi que nous continuions à travailler avec des partenaires parce que le terrorisme ne sévit pas qu'au Mali. Donc je pense que c'est un problème qui concerne l'humanité tout entière. Et tous les partenaires qui souhaitent nous aider sur notre sol à combattre le terrorisme doivent accepter de nous respecter, de respecter et d'accepter nos choix. Donc si la Russie est dans ces dispositions-là, vous avez vu les équipements militaires qui ont été quand même présentés dans les médias par le ministre de la Défense du Mali, équipements provenant de la Russie, ça c'est des choses à saluer. Et je pense que ces équipements ont été d'un vrai renforcement de capacité en termes d'appui aérien à nos forces armées sur le terrain. Et c'est ce qui explique en partie
bien sûr conjugué à d'autres efforts sur le terrain, des efforts de renseignement, ce qui explique en partie les victoires récurrentes, pratiquement quotidiennes, que nos forces enregistrent sur le terrain. Donc Russie ou pas, il faut mettre l'accent sur le fait que les choix du Mali aient comme priorité les choix des Maliens, en question de partenariat et compte tenu du partenariat. Alors ma dernière question avant de clôturer cette émission, les autorités actuelles ont convoqué le Conseil national de transition pour réviser la charte et la loi électorale. Alors quelle appréciation faites-vous de cette initiative? Bon, je pense que d'abord la loi électorale, nous savons tous qu'il y a des réformes nécessaires en matière d'organisation des élections et certaines de ces réformes doivent être opérées dans la loi électorale. Et il y a eu des rencontres entre le gouvernement et la classe politique à ce sujet. On attend de voir le contenu des modifications que le CNT doit apporter à la loi électorale pour donner un avis objectif. Quant à la charte de la transition, je me rappelle, puisque j'étais présent en septembre 2020, au CICB durant 3 jours. Je pense que nous avons travaillé à l'élaboration de cette charte. Et l'esprit de l'élaboration de la charte est en déphasage avec la configuration actuelle de la transition. Il est bien normal que le CNT, qui joue le rôle de Parlement, puisse revenir sur cette charte-là pour l'adapter au contexte. C'est que j'aurais souhaité, peut-être que ça se fera, quand il y a ce genre de démarche, dans une situation de crise confuse comme la nôtre, il est souhaitable que l'ensemble des acteurs puissent être au parfum, entre guillemets, ça se dit, puissent être au courant, être informés des modifications que le CNT doit apporter. Sinon, je pense que les modifications et de la loi électorale et de la charte sont indispensables à ce stade. Votre dernier message à l'endroit de vos militants, mais aussi à l'endroit du peuple malien. D'abord, à l'endroit des militants de l'URD, je leur dis que je regrette la situation que notre parti vit. Je regrette la situation que notre parti vit aujourd'hui. Mais je demeure engagé et encore plus fort qu'avant à continuer sur le chemin de la vérité, sur le chemin du respect de nos textes, sur le chemin du respect de la volonté de la majorité de nos militantes et de nos militants. Et j'invite mes camarades du parti qui ne s'inscrivent pas dans cette voie-là de revoir leur position pour qu'ensemble nous puissions nous retrouver et dépasser vraiment les différends, être cette force impénétrable que l'URD a été pendant 18 ans pour être beaucoup plus renforcé et être prêt à conquérir le pouvoir d'État, l'objectif de la création de notre parti. Conquérir le pouvoir d'État en vue de l'exercer pour le bonheur des Maliennes et des Maliens. Pour les Maliens en général, j'en appelle à la résilience, mais aussi au dépassement de soi. Au dépassement de soi parce que qui parle de changement parle parfois de difficultés. Mais on constate dans les discours dans notre pays, tout le monde veut le changement, mais nous souhaitons tous que le changement soit opéré sur l'autre. Je pense que nous devons être prêts chacun à jouer notre partition. La partition des autorités, c'est de veiller sur la gouvernance du pays, c'est de faire des choix politiques en notre nom. Mais nous tous, déjà, avant d'être leaders, en tant que citoyens, devons respecter nos lois, devons travailler, accepter de travailler. Seul le travail peut libérer un pays. Ce ne sont pas que vraiment nos discours. Il faut que le peuple citoyen, le citoyen malien, le peuple malien soit prêt à relever ce défi-là, se remettre en question, respecter les lois, se mettre au travail. Et je pense que le reste va suivre. Et j'ai aussi un dernier message. Ça, c'est à l'endroit des partenaires du Mali, notamment la CEDEAO. Nous étions tous amers contre la CEDEAO et ses chefs d'État à la suite de leur sommet tenu à Accra le dimanche 9 janvier 2022. Parce que c'est à la suite de ce sommet qu'ils ont décidé de mettre l'embargo sur notre pays. Même si ils disent que c'est à l'exception
des denrées de première nécessité, des produits pharmaceutiques, des hydrocarbures. Il n'y a pas que ça. Nous sommes un pays déjà fragilisé par la crise depuis près d'une dizaine d'années. Donc nous avons une économie qui en souffre. Nous sommes dans une sous-région, dans un principe d'intégration. Et les autorités ont dû prendre des mesures qui ont permis, en tout cas, à l'État de tenir jusque-là. En tout cas, les salaires sont faits, les dépenses régaliennes sont en train d'être faites. Mais ça va se faire jusqu'à quand? Donc il faudrait que les chefs d'État de la CEDEAO comprennent et acceptent de se remettre en question et qu'ils comprennent qu'ils sont en train de faire souffrir injustement le peuple malien. C'est pourquoi nous avons tous dit que ces sanctions étaient illégales. Illégales parce que le protocole même de la CEDEAO, protocole de bonne gouvernance, ne dit nulle part en son sein qu'en cas de difficulté comme celle que le Mali connaît, on doit sanctionner un pays en décidant un embargo. Donc c'est illégal. Alors c'est illégitime parce que c'est une décision prise par les chefs d'État et même leur peuple. Les peuples de ces pays-là ne sont pas avec eux. Vous avez vu les manifestations de soutien de beaucoup de peuples voisins à l'endroit du peuple malien. Et inhumaine parce que tout simplement, quand tu imposes une situation à un pays qui dégrade la situation économique, qui amène les chefs de famille au chômage, c'est comme si tu mettais la vie même des familles en danger. Donc ces sanctions sont inhumaines. Mais je m'estime heureux de voir que la CEDEAO commence à avoir une autre vision de la situation au Mali. Un communiqué en date du jeudi 10 février 2022 de la CEDEAO reconnaît l'engagement des autorités de la transition malienne à entreprendre des actions pour un retour rapide à un ordre constitutionnel normal. Ça, c'est à saluer. Dans ce même communiqué, ils ont salué les dispositions prises le mercredi 9 février 2022 par les autorités du Mali pour mettre en place un mécanisme de dialogue entre la CEDEAO, l'Union africaine et les autorités maliennes pour mieux dialoguer, se comprendre et sortir du problème. Pour finir, dans ce communiqué, à la fin, ils ont aussi salué l'opérationnalisation d'un dialogue entre les autorités maliennes et le comité local de suivi de la transition. Comité local composé des représentants de la CEDEAO, de l'Union africaine, des Nations Unies, de la République du Ghana, de la République fédérale du Nigeria et d'autres experts qui ont quand même une certaine expertise en matière d'élaboration et de mise en œuvre de chronogrammes électoraux dans les pays en crise. Donc c'est comme pour dire qu'il y a de l'espoir. Nous espérons que dans les jours à venir, pourquoi pas les heures à venir, que le chronogramme ou la proposition faite par les autorités maliennes soit acceptée par les chefs d'État de la CEDEAO. Bien entendu, un chronogramme raisonnable, pas un chronogramme de 5 ans, mais un chronogramme qui va quand même permettre aux autorités de la transition de poser les bases d'un vrai Mali nouveau, donc de poser les bases de la vraie refondation. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie encore une fois. Vous qui venez justement de nous prendre en vol, vous étiez en compagnie de l'émission La Grande Interview qui se referme. On avait comme invité, on recevait sur notre plateau M. Abdraman Diarra, président de la jeunesse de l'Union pour la République et la démocratie URD. Les thèmes que nous avons abordés, entre autres, étaient la vie du parti, mais aussi et surtout l'actualité socio-politique du pays. Merci à vous d'avoir suivi cette émission et restez en compagnie de nos programmes. Bonsoir.